Il faut avoir un esprit un petit peu aventurier. Et de toute façon, la maladie, on veut se prouver qu'on est costaud. On veut se prouver qu'on veut vivre. Comprenez? C'est important la maladie pour nous, parce que ça nous fait comprendre la valeur du temps présent. Non? Un t'as dit ou la paire? Un bâton. Un seul ou la paire? Si vous voulez prendre les deux bâtons, vous les prenez, il n'y a pas de souci. Mais c'est mieux, tu préfères les deux? Je pense qu'on a quand même un super groupe. On a donc 6 malades, 3 accompagnants et 2 guides. On a quand même besoin, parce que c'est vrai, quand on regarde la montagne, je pense qu'on s'y perdrait donc assez facilement. Maintenant, le groupe est assez soudé. En plus, parmi les 6, il y en a 3 qu'on a connus dans un Mickey Café qu'on organise en fait pour des malades, parce que c'est vrai que le malade a besoin d'échanger sur sa maladie. Et sa maladie, ça reste quand même quelque chose un petit peu de tabou, une maladie entre guillemets honteuse. La personne a besoin d'en parler et c'est vrai que c'est pas son conjoint, on s'aperçoit que c'est pas au conjoint, c'est pas à la famille. Donc en fait, ils viennent en parler entre malades. Et à partir de là, j'ai connu donc Karine et Isabelle parmi donc une dizaine de personnes qui assistent au Mikikawa. Et en fait, une amitié s'est créée. Donc, David m'a parlé d'un projet, donc pourquoi pas amener des malades sur le Mont Blanc. Et ça, par contre, moi, ça m'a fait tilt, parce que étant un ancien sportif, et puis depuis, c'est vrai, 2000, j'ai tout arrêté, parce que j'ai eu quand même mon deuxième cancer qui m'a vraiment handicapé. C'était un petit peu galère, donc j'avais un peu stoppé tout. Et puis ce projet, ça m'a redonné envie, donc je me suis dit, bon, en allant petit à petit, une randonnée, donc je me dis, puis après, pourquoi pas le Mont Blanc, mais ça reste pour moi quelque chose vraiment, on verra. C'est la rivière qu'on entend en bas là? Oui. Moi, le but, c'est vraiment de faire une dizaine d'entraînements, voir où j'en suis, comment je peux en fait arriver à faire tous ces entraînements, surtout sur une journée, 2 journées. Le Mont Blanc, on sait qu'il faut rester quand même 3-4 jours, s'acclimater en fait à l'altitude. Et moi, je pense que là, ça va me poser un souci. Pas mal, non? Tu recommences, Ah non, c'est pas mal. C'est mon premier tour en montagne. Bonifié à l'altitude. Vas-y, goûte. Ah bah goûte, hein. Karine, elle aime bien. Non. Quoi, non? Non, L'autre jour, c'est toi qui m'as demandé de l'ouvrir en premier. Allez, tiens. Non, pas là, non. Qui c'est qui me l'a demandé alors? C'était un petit peu dur au niveau du repas, parce qu'en fait, il a fallu que je supprime mon repas de manière à ce que mon transit soit ralenti et que je sois tranquille pour la balade. Donc hier, j'ai arrêté mon repas vers les 14h, 14h30. Si ça marche, pourquoi pas essayer par une rando sur 2 jours, voir comment je vais faire quoi. On est là. Eric, tu fais plaisir. Putain, j'ai bouffé mes calories là. Eric, découvre-toi s'il te plaît. Que te reconnaisse au moins. Il y en a qui veulent boire un petit peu de, je sais pas ce que tu as dedans. Du café. C'est vrai que là, la première pause, j'en avais besoin parce que c'est vrai de ne pas avoir mangé là depuis hier. Je sentais les jambes un petit peu lourdes et un peu dures à pousser en fait. Et le sommet, il est là. Hein, 6 navette de Prades, ça c'est pratiquement 2005, hein, 2496. Alors on est juste en dessous du sommet de la cime de Prades, ce qu'on avait prévu de faire, sauf qu'elle est encore à peu près à 150 mètres de dénivelé, et que comme tu peux le voir, on ne voit pas grand chose. Puis bon, les gens commencent à être fatigués, donc je crois que l'objectif est atteint, on a fait 1100 mètres de dénivelé, ce qui est quand même bien pour une deuxième sortie. Donc vu que le paysage n'est pas au rendez-vous malheureusement, on va pouvoir descendre tranquillement et puis il y a du vent en plus. Là je crois que c'est le moment de redescendre. Mais en tout cas je suis très content parce que l'objectif est atteint. D'accord, le groupe, l'ambiance, tout le monde a ouais, très bien, très bien. Et puis bon là c'est vrai que c'est des conditions qui sont rudes. Et puis de toute façon au Mont Blanc et à haute altitude ce sera rude aussi. Et bon c'est un très bon apprentissage, c'est les conditions de la montagne. Hein, là d'attaquer la descente. Et là on va attaquer la descente.
On estime qu'en France, il y a environ 200 à 250 000 personnes qui seraient atteintes de MICI. Donc le terme MICI, ça veut dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce sont des maladies qui entraînent une inflammation au niveau intestinal, avec des ulcérations, qui entraînent des diarrhées, des douleurs abdominales, la présence de sang dans les selles, une perte de poids. Et bonjour. Comment on va? En forme? La cause des maladies inflammatoires intestinales n'est pas parfaitement connue. On imagine qu'il s'agit en fait d'un emballement du système immunitaire. On pense que des facteurs environnementaux favorisent l'émergence de la maladie. Alors, je dirais le premier d'entre eux, c'est certainement les facteurs infectieux. Et il est possible qu'une agression bactérienne entraîne le déclenchement d'une réponse inflammatoire et que du fait d'un terrain prédisposé, cette réponse inflammatoire ensuite évolue pour son propre compte. 15e ou 16e. 15e ou 16e perfusion. Alors, les facteurs qui sont évoqués comme facteurs environnementaux, bien sûr l'alimentation, encore qu'on n'ait pas pu clairement mettre en évidence des aliments qui favorisent les maladies inflammatoires. Il y a le tabac, et puis je dirais le facteur que beaucoup de patients avancent, qui est le rôle du stress. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a l'antidote. Donc il y a deux types de MICI, il y a la maladie de Crohn d'une part, et la rectocolite hémorragique d'autre part. La rectocolite hémorragique, c'est une atteinte du rectum. Il y a une inflammation qui remonte et qui s'arrête à différents endroits de l'intestin. Alors il peut y avoir une forme basse avec un arrêt simplement au niveau du rectum, ou une forme un peu plus étendue, voire même ce qu'on appelle une pancolite, c'est-à-dire une atteinte de l'ensemble du côlon, donc on aurait une inflammation sur tout le côlon. La maladie de Crohn peut toucher tout le tube digestif de la bouche à l'anus. Et donc il peut y avoir des atteintes de l'œsophage, qui sont rares, mais qui existent et qui sont souvent très embêtantes, des atteintes de l'estomac, et puis des atteintes segmentaires dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, où on voit toutes ces zones blanches qui sont des ulcérations en fait, hein, assez creusantes. Voilà, donc on a débuté il y a un an un traitement immunosuppresseur et là on fait une réévaluation pour s'assurer qu'on ait obtenu une cicatrisation de la muqueuse. De ma maladie, elle a commencé moi donc à l'âge de 14 ans. Donc ça a commencé par des diarrhées, des saignements. C'était pas évident parce que la maladie de Crohn et l'RCH à cette époque-là, on avait du mal à les diagnostiquer. Donc on m'avait dit que j'ai des problèmes d'intestin. Donc pendant un an, j'essayais un petit peu tous les traitements, du bismuth, du charbon, enfin bref, vraiment un petit peu tous les produits inimaginables. Donc après, j'ai quand même été voir un gastro-entérologue, mon premier gastro-entérologue. J'avais fait ma première coloscopie, donc j'avais quel âge? J'avais 15 ans, je crois. J'avais régulièrement en fait le besoin d'aller aux toilettes. Au moment des selles, en fait, je perdais beaucoup de sang. Donc ça nous a un petit peu alertés et au fur et à mesure que en fait, ces allées aux toilettes devenaient assez réguliers et assez importants, on a annoncé donc que j'avais la rectocolite hémorragique. Et ma mère était venue avec moi et elle a plutôt le souvenir plutôt d'un soulagement, ce qui paraît bizarre aujourd'hui, mais parce qu'elle pensait clairement à un cancer. Et c'est là qu'ont commencé aussi mes soucis donc avec ma mère. J'avais la maladie et puis je voyais ma mère en fait des fois qui pleurait parce qu'on n'arrivait pas à savoir exactement ce que j'avais. Donc on cherchait, on n'arrivait pas vraiment à mettre un nom sur la maladie. Et à partir de là, je crois, de voir ma mère en plus malade, j'ai commencé un peu à m'intérioriser. C'est-à-dire que finalement, je ne parlais plus de ma maladie et je la gardais vraiment pour moi. Au cours de l'année scolaire, mes notes ont commencé à chuter catastrophiquement. Je crois, en 4e, je dois avoir 18 de moyenne en maths, j'ai dû passer à 8 de moyenne. Donc c'est vrai que j'arrive plus à suivre les cours vraiment correctement, parce qu'après c'est poussé, j'ai des maux de ventre, j'ai des petites hémorragies, et après j'avais 39 de fièvre, j'étais une vraie loque.
j'avais 17-18 ans. Et là, j'ai été suivi par un autre gastro-entérologue où on a mis en fait un nom sur ma maladie, la maladie de Crohn. C'est au fur et à mesure en fait des années, enfin des mois déjà où on est malade, où on commence à avoir un traitement, ça marche et puis ça revient, la crise revient et c'est là où on va dire les rendez-vous réguliers chez le gastro en fait. Là je commence à me poser des questions, à dire bon ok j'ai cette maladie, elle est due à quoi, pourquoi j'ai ça. Là j'ai été hospitalisé pour me mettre donc sous nourriture parentérale, donc pour mettre l'intestin au repos. Je n'ai pas mangé ni bu pendant 3 semaines, donc c'est vrai que c'était une épreuve aussi pour moi. Je suis un bon mangeur et un mauvais buveur, je dirais que non, parce que j'étais toujours resté sportif, donc ça me manquait moins, mais c'est vrai que ça fait drôle de ne pas manger ni boire donc, pendant 3 semaines. Parce que quels sont les aliments qui ne te sont pas conseillés, par exemple pour une randonnée comme celle-là? Ben, je peux pas manger jambon, saucisson, tout ça. Moi j'ai peur du transit. Le but c'est que j'aille pas à la selle pendant toute la journée. D'habitude j'y vais 3-4 fois facile. Bon, il y a aussi le matin avant de partir ou le soir. Donc le but c'est d'arriver à manger, que ce soit la veille au soir ou le jour même, des aliments qui sont faciles à digérer et qui accélèrent pas le transit en fait. Et là ça va, t'arrives à... Voilà, là, ça va. C'est vrai qu'une personne comme Eric par exemple, elle s'alimente pas parce qu'on est dans le même cas, on a tous les deux eu une colectomie totale, donc l'ablation du côlon et du rectum. Donc du coup le transit est plus rapide. Donc c'est vrai que c'est là-dessus où on doit faire attention, et sur le transit et sur l'alimentation en fait. Alors pourquoi le Mont Blanc? Parce que c'est mythique, je dirais. Mythique et à la fois faisable et raisonnable. On ne pourrait pas aller en haut de l'Everest, bien évidemment, mais on n'est pas des spécialistes, ni les uns ni les autres. Mais ça paraît raisonnable. Et je dirais, bon, après, c'est surtout un groupe qui se met en place avec tout un programme d'entraînement pendant toute l'année qui va s'intensifier au fur et à mesure pour espérer arriver au sommet. Bon, peut-être que certains seulement y arriveront, mais quand on a commencé à parler du projet avec 2-3 personnes, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai trouvé que c'était sortir les gens d'un contexte purement hospitalier. Je crois que c'était bien de le présenter, de pouvoir le montrer aux autres en disant ben voilà, ces maladies elles existent, elles sont terribles. Elles sont terribles parce que c'est une souffrance permanente, parce que ça touche les gens à un moment, à un âge où on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être malade à 17-18 ans. Donc c'est ça un peu le message, c'est de dire il faut reconnaître ces maladies, il faut qu'elles soient connues, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont ça et puis il faut pouvoir les aider. Et je pense qu'ils ne sont pas assez aidés finalement socialement dans la vie. Et puis même au niveau de la recherche, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc Michel, 4 sorties, 4 sommets, ça se passe bien? Il y a quand même le problème de l'état physique quand même, étant donné qu'on m'a coupé un bon morceau d'intestin grêle et dont l'iléon, c'est-à-dire la partie terminale du grêle, c'est celle qui assimile les vitamines, les oligo-éléments et tout, donc j'ai des carences. Et ensuite il me manque le côlon droit aussi. Donc je suis obligé de manger très souvent, au maximum tous les 3 heures. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'arrivée, j'ai eu un petit coup de pompe, j'étais en panne de carburant, quoi. Parce que là, comment il m'a dit qu'il y avait une réunion le 4 octobre à Aix sur l'éducation thérapeutique. Bien évidemment, une maladie qui touche le tube digestif va avoir des conséquences sur le plan de l'alimentation.
Le but maintenant, c'est d'essayer de permettre aux gens d'avoir une alimentation la plus normale possible, en sachant que les patients vont eux-mêmes sélectionner ce qui passe et ce qui ne passe pas. Quand il y a une poussée sévère de la maladie, on va leur dire il y a un régime sans résidus, mais il n'est pas question de le laisser au long cours. On sait qu'il y a un risque important de dénutrition au cours de ces maladies-là. Par exemple, il y a une diminution de la masse musculaire, de la force musculaire, parce que les gens peuvent être carencés en protéines. Alors c'est surtout important chez l'enfant, parce que la maladie peut retentir sur la croissance. C'est sûr qu'un enfant qui fait une poussée à 12-13 ans, eh bien, si on ne lui apporte pas tout ce qu'il faut, il va arrêter sa croissance et ensuite il n'aura pas la taille qu'il devrait avoir. Donc c'est des éléments extrêmement importants à prendre en compte dans ces maladies. Ces maladies, donc, on dit classiquement qu'il y a des phases de poussée et des phases de rémission. Donc le but des traitements, c'est de laisser les gens le plus longtemps possible en rémission, si possible plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, tu connais bien, hein? Et puis il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui font une poussée et restent en rémission très longtemps. Il y a des gens qui évoluent de manière ce qu'on appelle chronique active, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie qui est toujours un petit peu active et qui va jamais bien. Et quand on fait des endoscopies, il y a toujours des ulcérations. Et donc on est obligé de renforcer les traitements pour essayer de mettre le patient en rémission complète. Et puis il y a des périodes de rémission qui sont favorisées par la chirurgie. On a coutume de dire, et je crois que c'est une réalité, que les maladies inflammatoires intestinales ne diminuent pas l'espérance de vie, même si sur le plan individuel, il y a quand même des patients qui peuvent décéder de la maladie, parce qu'il y a des formes très très graves, mais en moyenne, l'espérance de vie n'est pas diminuée par ces maladies. Alors, il faut que tu le décolles, hein, voilà. Non, c'est devant que tu décolles. Tu vois, regarde, là, voilà. C'est un sens? Ouais, il y a un sens, hein. On avait vu ça hier, hein. Regarde, c'est sûr, t'as vérifié, hein. Faut que tu aies la boucle. Ouais, il faut que tu aies la boucle à l'extérieur ici, là, toi. La boucle pour fermer, donc c'est bon. Ah, ok. Parce que le gros danger, c'est de se foutre un coup de pointe avant dans les mollets. Exactement. Bah, la honte, hein. C'est vrai qu'une maladie, dès que ça touche le pipi caca, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas envie d'en parler. Je ne voulais pas qu'on en parle, et même mes parents, je ne voulais pas qu'ils en parlent à qui que ce soit. Donc, d'un côté, j'avais l'impression d'oublier la maladie, donc voilà, c'est vrai qu'elle arrivait des fois par des moments forts, et j'étais obligé d'être hospitalisé. Mais aussi, d'un autre côté, je zappais, j'oubliais complètement, donc... Je dirais même jusqu'à l'âge de 30 ans, parce qu'à 30 ans j'ai fait un premier cancer. Pour moi, je voulais ignorer, mon cancer est passé, je dirais, en 4 mois de temps. J'ai zappé, j'ai même pas voulu savoir quoi que ce soit. J'ai fait ma chimio comme on m'a dit, j'allais travailler pendant ma chimio. Je vivais presque plus avec mon patron qu'avec ma famille, parce que je passais 12-13 heures donc, à la boîte. J'avais perdu quand même 10 à 15 kilos, il s'est aperçu de rien. Et c'est vrai que j'allais des fois 10 à 15 fois aux toilettes. On essaye de faire un petit peu, mais on fait plus grand chose parce que... parce qu'il est arrivé plusieurs fois que je ne sois pas bien et donc forcément après il y a beaucoup d'appréhension. Rapidement, quand les crises s'enchaînent, que ça se renouvelle, qu'on change les traitements, on arrive dans une fatigue qui est réelle. Moi je pense que j'ai mis facilement 2-3 ans avant d'accepter la maladie et avant d'accepter que cette fatigue était liée à cette maladie. Et donc rapidement, cette fatigue-là, en fait, a des conséquences sur tout, quoi. Sur la vie sociale, sur la vie au boulot, sur soi-même, sur notre couple aussi. C'est vrai que ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être complètement différent. C'est pas facile de dire à son concubin, enfin aujourd'hui mon mari, de dire
bah, j'ai réussi à travailler toute la semaine, ça a été dur, j'ai dû prendre sur moi. Bah, le week-end, forcément, inconsciemment, il y a tout qui se relâche, quoi. Le week-end, en général, c'est allongé, c'est faut que je me repose, quoi. Je suis pas bien, quoi. Et puis bon, après, pendant les crises, alors là, c'est autre chose. Pendant les crises, c'est allongé, c'est aller aux toilettes jour et nuit, toutes les heures. Donc là, tout de suite, on se décompose, mais je veux dire, là, il faut prendre sur soi tout ça. Donc d'avoir quelqu'un qui peut nous aider, c'est bien. Et à la fois, on a des fois envie d'être seul et de dire, t'amuser, rejoindre tes amis, parce que moi, de toute façon, aujourd'hui, je t'apporte rien, quoi. Je suis là, je suis à la maison. Est-ce que tu en as parlé, commencé bien à parler en cabinet? Non, même pas, parce que ma femme je crois qu'elle était même pas au courant au départ. Hein, petit à petit, bon, elle s'en est aperçue, je pense, quand on vit avec quelqu'un. Mais même avec ma femme, au départ, je crois que j'en parlais pratiquement pas. Quoi. Là où il y a eu vraiment comment dire, dès qu'il s'est passé vraiment quelque chose, c'est mon deuxième cancer, donc 6 ans après, donc le premier. Là, ça m'interloquait parce que bon, c'était quand même beaucoup plus grave. Effectivement, il y avait une tumeur de 4 cm plein milieu qui appuyait sur l'artère gauche, qui bloquait le rein et donc le rectum. Par contre, elle s'est développée sur la paroi externe, ce qui fait qu'on ne voyait pas au niveau des rectos des biopsies. Donc là, c'était la grosse panique. Et c'est vrai qu'on m'a fait comprendre, sans jamais me dire le mot cancer, mais bon, c'était très grave, très grave. J'ai fait donc ma grosse opération. Bon, là, on m'avait prévenu, on va falloir qu'on fasse large parce que j'ai eu un premier, donc deuxième cancer, on essaie de faire au plus large pour pas que ça récidive. On m'a enlevé le côlon, la vessie, la prostate. Et j'ai mon rein gauche, comme il avait été bloqué donc, par cette tumeur qui appuyait sur l'artère, il a été atrophié et il marche à peu près à 15-20%. Ça veut dire que là, on m'a annoncé il va falloir avoir des poches. Alors c'est sûr que c'était plus la même chose. Capital Soleil est déjà bien entamé, donc pas rigoler avec ça. Hein. Une des craintes des malades qui sont opérés, c'est d'avoir ce qu'on appelle une poche, c'est-à-dire une stomie. Une stomie, c'est quoi? C'est l'intestin qui est abouché à la peau pour que les matières aillent dans une poche et ne passent pas par voie naturelle. On va par exemple faire une résection d'intestin. Quand on est dans un milieu inflammatoire, on craint que cette suture ne soit pas très solide au départ, ne tienne pas très bien. Ce qui fait qu'en amont de cette suture, on va mettre une poche, on va dériver le liquide intestinal qui va dans une poche et qui va favoriser la cicatrisation. Et donc la poche, on la garde environ 10 semaines, puis ensuite on referme la poche pour avoir le transit intestinal normal. C'est bien là? Oui. Est-ce que tu as réussi? Je me tire, il m'en Non, mais c'est pas grave. Alors, une des complications des maladies inflammatoires intestinales, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, c'est le risque de développer un cancer du côlon. Alors, ce risque, il est quasiment négligeable en début de maladie, mais il devient important après plus de 10 ans d'évolution. Maintenant, on m'a tout enlevé, j'ai plus de côlon, plus de rectum. Donc on m'a enlevé aussi la poche parce qu'on a en fait c'était provisoire pour laisser bien cicatriser de manière à bien raccorder après donc le grêle donc sur l'anus. Donc ça a été donc rebranché. Par contre j'ai toujours donc en fait mon utérostomie, c'est-à-dire que les 2 uretères ont été mis à fleur de peau avec 2 sondes, c'est-à-dire j'ai 25 cm de tuyaux en fait qui rentrent par ces uretères qui vont jusqu'au rein avec donc 2 poches donc comme réceptacle en fait donc des urines. Et c'est vrai que c'est dur à vivre avec. Quand je me suis vu réveiller comme ça, là j'ai commencé un petit peu à me laisser aller petit à petit. Et quand on m'a annoncé que c'était très grave, donc j'ai bien compris qu'il y avait quand même un gros risque. Ça je l'ai su après aussi parce que quand j'ai rediscuté avec mon chirurgien, c'est vrai qu'il me dit il me donnait entre 3 et 6 mois. Donc il m'a dit même je vous ai ouvert, je pensais ouvrir et refermer.
Quand on m'a annoncé ça, qu'est-ce que je fais au niveau de mes enfants? Et donc la grande qui avait 10 ans, une fois on abordait la question, j'ai dit tu sais, je suis malade, donc mais si jamais il m'arrive quelque chose, je serai toujours au-dessus de toi, en train de te surveiller, c'est des questions, tu me poseras les questions, je te répondrai. Il s'en restait là, quoi, mais pourrait au moins essayer d'entamer la conversation, parce que je ne me voyais pas non plus, si jamais je devais partir, rien lui dire, quoi. 3 semaines après, je crois que j'étais encore à l'hôpital, j'en avais vraiment ras-le-bol. Et là, c'est ma fille, en fait, qui arrive avec une petite carte où elle avait écrit « Papa, je sais que tu souffres, mais écoute, je sais que tu seras toujours là », en faisant comprendre un message, et c'est vrai que ça m'a pris vraiment à la gorge, et c'est vrai que je crois que depuis ce jour-là, bon, c'est reparti, quoi. Je pense qu'une personne qui a une maladie, si elle est épaulée et soutenue, c'est tout le temps plus facile de s'en sortir. En fait, je dis ça parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans l'association qu'il y a beaucoup de femmes en fait, qui du fait de la maladie, se trouvent seules. Ça doit être d'autant plus dur parce que moralement, c'est pas facile de vivre avec et c'est que c'est une maladie où quand même le facteur stress, tout ça, environnemental, il joue fortement. C'est pas évident. Puis après, moi, par exemple, mon opération, j'ai eu la poche. Donc pendant 3 mois, on se retrouve avec la poche, c'est pareil, on vit à deux quoi. Si moi je l'accepte mais que lui l'accepte pas, ça va pas être facile non plus. On l'a vécu ensemble, je veux dire, la poche, voilà, elle était là, moi vous me douchez tout ça, vraiment je l'ai là, faut que je vive avec quoi, je veux dire. Toi par contre, c'est voilà, des fois il y a eu des fuites, des fois il y a eu des problèmes en pleine nuit, tout ça, je veux dire. Bon, au début c'était hyper gênant, machin, puis après on en a rigolé parce qu'il faut relativiser. Si on relativise pas dans ce genre de choses, on évite, je veux dire, on s'en sort pas parce que c'est que après du stress, c'est que de la honte, c'est que de la gêne, c'est. Je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue d'avoir été soutenue, tu as toujours été à mes côtés. J'avais pas ce souci-là, je savais que tu étais là, que l'amour il était toujours là, que ça changeait rien, mais on vivait différemment et en fait, bon, on était tous les deux dans cette galère au final, moi malade, mais toi à côté, proche et donc voilà quoi, tout le monde a vécu un petit peu à mon rythme pendant ces années-là quoi. Donc, oui, donc ça c'est énorme quoi. Tiens. Je vais pouvoir manger, dormir correctement. Cette nuit elle était un petit peu courte, mais quand même content parce que c'est vrai que là j'étais moins fatigué. Et je pense que c'est le bénéfice aussi de ma course à pied que je fais 2 fois par semaine. Je pense qu'il m'apporte quand même déjà une bonne chose. Le seul truc, c'est qu'après 5 heures, je commence à avoir les jambes quand même un peu coupées. Donc là, il va falloir quand même que j'arrive à trouver quelque chose, quoi. Enfin, pour le moment, c'est super. Là, je vous ai entendu parler tout à l'heure d'adoption. Est-ce que c'est lié aussi à la maladie? Est-ce que vous voulez en parler Oui. En fait, c'est lié, c'est-à-dire que, oui, on sait que ça peut être plus dur pour nous d'avoir des enfants. Donc, en fait, alors on mène le projet du Mont Blanc, mais bon, on mène déjà de front le projet de l'adoption. On a envie en même temps d'avoir une famille, de se marier. Au final, on s'est marié que l'année dernière, donc après les crises, après l'opération. Et en fait, d'avoir des enfants, on nous a annoncé que c'était pas facile, qu'il y avait beaucoup de risques. Donc en fait, on a eu un peu d'appréhension, un truc, en disant bon, moi le médical, ça va, j'ai subi, enfin c'est bon, j'y ai passé, maintenant je voyais la grossesse comme encore un parcours médical, alors que c'est pas du tout le cas. Donc tant que j'avais ça dans la tête, je pense qu'il faut que j'avance et on remettra plus tard, quoi.
marche complètement au ralenti, auquel cas c'est pas du tout à ton rythme, mais tu vois bien que c'est On est revenu, après, pas trop on a eu pour une ta nature. discussion hier, quoi, voilà, faut en parler, parce que je pense qu'il faut en parler. On est parti pour 3000, 4000 alors. Ouais, là c'est parti pour 4002 même je crois là. Je sens que le palpitant quand même tape là à 120, donc on va voir selon l'effort quoi. Parce que là on est dimanche matin et donc t'as pas mangé depuis... J'ai pas mangé depuis vendredi soir. Voilà. Je devrais quand même y arriver, ça sera au moins un but pour moi, bien que là déjà en fait dans tous les entraînements qu'on a fait, franchement moi je suis content de moi, je pensais pas faire aussi bien au niveau en tout cas endurance, donc c'est que du plus. Donc là maintenant, je pense que si effectivement on veut tenir un horaire et aller à la cabane Margherita pour un Coca-Cola, si on les attend, on va les attendre pendant une demi-heure. Là, une demi-heure ici. Ah oui, ils sont là, ils avancent lentement, tu vois. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des retentissements de la maladie sur l'état nutritionnel, mais aussi sur la force musculaire, sur la masse musculaire, donc sur la résistance. Hein. Il y a un certain handicap, hein. Même si ce handicap il peut quand même être dépassé par, je dirais, la volonté et l'envie de vouloir vivre presque normalement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand même dans la cordée, tout le monde n'en est pas au même niveau. Il y a des gens qui sont en rémission complète de leur maladie avec un traitement. Hein. Donc le message est de dire, faut pas se désespérer quand on vous annonce cette maladie. Le traitement peut permettre d'être en rémission complète et grâce à cette rémission complète, eh bien on est tout à fait comme tout le monde, voire même, je dirais, avec une forme physique tout à fait excellente, comme on peut le voir chez certaines personnes du groupe. Il y a un autre ombre là-bas, t'as vu ? À l'inverse, il y a des patients qui sont avec une maladie qui est active ou avec des séquelles qui sont tellement importantes qu'elles entraînent un certain nombre de contraintes. Par exemple, Eric a des problèmes pour s'alimenter parce que s'il s'alimente, en faisant un effort physique, il va être obligé d'aller très très souvent à la selle, ce qui n'est pas compatible avec une ascension d'un glacier. Et donc, il diminue son alimentation quasiment à la restreindre presque totalement pour pouvoir pas être embêté par ça. Et c'est sûr que l'absence d'alimentation la veille de l'effort, c'est un véritable handicap. Une grosse crevasse, la grande crevasse. Bravo, ça me donne ça, Tout à l'heure, ça a été un petit peu dur. Là, il y a eu un passage où je commençais à manquer un petit peu d'air. Et puis en fait, après c'est passé. Et à la fin, ça allait mieux en fait. L'altitude, tu la ressens? Ouais, je pense que j'ai un petit peu ressenti plus bas. Et puis j'ai les mains qui ont un petit peu gonflé aussi, mais bon, ça va, c'est pas. C'est de très bon augure pour le Mont Blanc, parce qu'on est juste 300 mètres sous le Mont Blanc. Ouais, ouais. Après, il faut voir aussi la distance et tout. Je sais pas trop si ça va être plus long ou. Je sais pas, on verra. Depuis que je suis malade et entre autres depuis ma dernière grosse crise, j'ai été sacrément diminuée au niveau de mes capacités sportives. Et je me demandais si j'allais pouvoir retrouver mon niveau d'antan, quoi. Bon, sur ce, je me suis fait un petit peu le deuil, quoi. Mais j'arrive à accepter maintenant de faire les choses en fonction de mes capacités du moment. Et puis bon, voilà, c'est quand même une sacrée preuve que je peux encore réaliser de belles choses, quoi. Je suis vraiment fière de moi, là, c'est bien. Ça me remet en confiance. Il y a eu plus de téléphone. Ah ouais? J'ai répondu 31 31.
Bonjour, alors c'est presque Laurent. vous embrasser. Ouais, moi aussi. C'est notre caméraman. Mais on ne s'est pas déjà rencontrés? Si, on s'est rencontrés justement. Bah oui, ouais, c'est ce qu'il me disait, je me rappelais plus, il était venu à notre assemblée générale. Je l'ai déjà dit. Ah oui. Et en fait, il nous avait filmé quand on avait organisé la conférence. Avec les ballons? Au mois de au mois de novembre. Quand je parlais de la petite dame de 80 ans donc, qui m'avait agrippé pour rentrer dans l'association des stomisés, c'est avec elle que j'ai appris à connaître les médecins, donc à organiser des conférences débat aussi avec elle donc, dans son association. Et il faut savoir que c'est un petit bout de femme qui a quand même 84 ans aujourd'hui, qui a 40 ans de stomie et qui doit avoir bien 75 ans de maladie de Crohn. Donc ça veut bien dire que la maladie existe déjà depuis longuement et qu'à 84 ans, ben voilà, on est encore, je peux vous dire qu'elle a encore la pêche. Je t'ai envoyé un mail. Non, tu sais, je n'étais pas à la maison. Non, je t'ai envoyé dans le blog quelque chose. L'autre jour, j'ai dit que... Mais je ne peux pas savoir si c'est arrivé. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a motivé de voir cette femme se consacrer aussi comme ça aux malades et faire bouger les choses. Attendez, je vais bien m'installer parce que j'ai le derrière qui va dégringoler. Alors, je vais aller aux photos. Est-ce que cette aventure du Mont Blanc... Mais cette aventure, je pense que ça va encourager les autres à vivre. Parce que ça nous sort de la maladie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Un malade, il faut qu'il se réinsère le plus rapidement possible, qu'il revienne autonome dans ses soins et qu'il se réinsère dans la vie. Parce que si on reste à regarder son nombril, on se ratatine. Tandis que là, si on peut sortir, on sort. Et on voit qu'on peut faire des choses. Il faut avoir un esprit un petit peu aventurier. Et de toute façon, la maladie, on veut se prouver qu'on est costaud. On veut se prouver qu'on veut vivre. Comprenez? C'est important la maladie pour nous, parce que ça nous fait comprendre la valeur du temps présent. Ben, c'est une belle vie dans un sens. Parce qu'on comprend, puis ça nous fait mûrir. Très bien. Ça vous suffit? Ouais. Mon café, il va être passé, dis donc. Dans les Hautes-Alpes, non? Ouais. Le Pichon sort la première édition. Vous avez gagné la première édition. Piqué ton mousqueton. Ok messieurs, ben c'est parti. Hein. Ça marche pas, tu le dedans. Voilà, t'as le module là. On va pas semer là. Hein. Ça c'est l'homme du goûter. On a du mal à communiquer, en plus les personnes n'ont pas envie d'en parler, moi le premier. Donc c'est vrai que comment communiquer sur ce genre de maladie? On se redresse bien. Je trouvais que c'était un beau projet, en plus le sport ça a toujours été ma passion. J'ai dit oui pourquoi pas justement faire connaître ces maladies à travers le sport. Moi c'était vraiment mon truc aussi quoi. Donc, Maintenant quand tu me dis le Mont Blanc, même si je le fais pas, pour moi c'est pas un souci. C'est déjà de vaincre cette peur de partir pendant 10 heures sans manger, enfin sans toilette à proximité.
croiser les doigts, ça va. Maintenant, quand je vois là-bas, je préfère pas regarder. Mais là, pour le moment, ça va. Moi, ce sera la cerise sur le gâteau, effectivement. Je pense que ça va me remotiver même pour mes voyages, reprendre confiance en moi aussi. Excellent. Et là, c'est bon. Maintenant, on commence à descendre. Et on est au point de vue. Bravo, petit monsieur. Yes. Bien joué les gars, bien joué. Bravo, super, super. Putain, cet esprit était bon quoi. C'est une immense fierté parce que au départ, on a créé cette aventure. C'est venu d'une idée avec mon père. Un jour, je marchais dans la montagne et je disais quand même, tu sais, moi je vais bien, mes enfants et ma femme vont bien. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour les malades, pour qui j'essaye de fabriquer des médicaments innovants. Et puis j'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Xavier, qui sont deux personnages un peu extraordinaires, moi je trouve. Et on s'est mis en tête cette idée folle de partir et de faire le Mont Blanc. Et il ne nous aura pas fallu trop de 2 ans pour y arriver. Et je dirais que c'est un moment merveilleux, il manque une personne peut-être ici, c'est Isa. Isa, c'était la 6e, elle est enceinte, donc c'est quand même une nouvelle merveilleuse. On a fait ça pour essayer de montrer qu'il ne faut pas rester isolé, qu'on comprend les familles, les malades, mais tout ça doit aller dans le même sens. Il faut absolument se défoncer pour faire des choses nouvelles, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, enfin tout ce qu'on veut, mais en tout cas il ne faut pas laisser ces malades comme ça. Donc voilà, donc là c'est un exemple assez extraordinaire de gens qui se sont défoncés pour arriver au sommet du Mont Blanc, et je suis assez ému. Yes! Super, Pierre! Génial! Bien battu là, champion! Eric! Allez, un beau combat! Putain, super, super! Eh ben c'est super, écoute, c'est un rêve qui se concrétise. C'est un formidable message d'espoir pour les malades. Ça va être, je pense, un moteur de plus pour se défoncer. On s'est défoncé pour monter, on s'est tous défoncés. Et bien, je pense qu'on va se défoncer pour la recherche, on va se défoncer pour soigner ces malades qui le méritent. Donc on va tout faire pour trouver la cause de la maladie et puis la guérir.
Grâce à vous, on n'a jamais fait sans vous. Tu rigoles, c'est plutôt l'inverse, on peut dire que c'est facile là, ouais. Michel, bravo, super. Une pensée pour Isa et Jérôme. Ouais. Le petit bout qui va arriver. Devant les copains effarés, vous avez battu le record des 5 minutes, bouche à bouche, nez à nez, sans loucher, sans respirer. Moi depuis ce jour-là, plus rien que dalle. Elle m'a même plus regardé, fou amoureux depuis tant d'années. J'aurais peut-être dû lui en parler. Alors c'est comme ça qu'on se fait piquer la première femme de sa vie sur un muret, tout décrépit à la récré du vendredi. Moi je savais pas qu'il suffisait de t'embrasser, pourtant je t'en ai fait des guilis. Distribuer des coups de pied à tous ces malappris qu'à la récré. Voler tes billes, tes trucs de filles, et puis voilà, moi je savais pas. Et puis moi, je suis nul en apnée. C'est toujours pareil, il y a toujours plus beau, plus grand pour séduire les filles tout le temps. C'est toujours pareil, il y a toujours plus beau, plus grand pour te piquer les filles tout le temps. C'est toujours pareil, quoi d'étonnant, c'est comme ça depuis la nuit des temps.